Ok, tout le monde est bon? Donc JavaScript, le retour. Donc la première, alors un petit rappel d'abord. Donc on a vu au début que HTML c'est fait pour créer le contenu d'un site. Ensuite on a CSS pour customiser l'apparence du site. Ensuite vient JavaScript pour le comportement. Donc par exemple, je sais pas moi, lancer une animation, valider un formulaire, ce genre de choses. Donc JavaScript, on a vu, nous, dans le premier atelier, on n'avait rien fait de visuel. On avait vraiment travaillé les basiques de l'informatique, qui sont les inputs et les outputs. Donc ça veut dire qu'on avait écrit des scripts JavaScript qui étaient exécutés. Et en gros, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils affichaient des résultats vers la console. Par exemple, on faisait une addition, on faisait un 2 plus 3, et on disait console affiche-moi ça, et ça faisait un 5, quoi. On était vraiment dans le côté abstrait du calcul en JavaScript. Mais JavaScript, c'est pas fait que pour faire ça. En fait, à la base, c'était pas vraiment fait pour faire les input-output de manière hardcore comme les vieux langages de programmation des années 70. À la base, JavaScript, c'est né dans le navigateur pour une raison bien précise. C'était à la base, c'est chargé par le document HTML, un script JavaScript, pour pouvoir éditer le document HTML. Donc en fait, avec JavaScript, on va pouvoir manipuler le document HTML. Par manipuler, je veux dire que par exemple, vous avez un paragraphe de texte ou un titre, en JavaScript, vous allez pouvoir le modifier. Vous allez pouvoir dire, une fois que la page est chargée, ok, si l'utilisateur, par exemple, il clique là, je vais changer le titre de mon document. C'est le genre de choses qu'on va faire aujourd'hui, donc c'est beaucoup plus concret, on va faire quelque chose de visuel. Alors, pour manipuler le document, on va utiliser ce qui s'appelle le DOM, le Document Object Model. Bon, c'est un peu peur comme nom comme ça, mais en gros, en quoi ça consiste? C'est une représentation programmatique du document HTML. Donc là, ça c'est la définition un peu high level, hein. Et en concret, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un ensemble de fonctions que le navigateur met à disposition pour pouvoir manipuler le document, donc faire ces fameux changements, par exemple, de contenu texte, changer une couleur. On va pouvoir aussi changer le CSS, par exemple. Vous vous souvenez qu'en CSS, on peut définir, je sais pas moi, la couleur d'un titre. En JavaScript, on va pouvoir dire au clic, tu me prends ce titre-là et tu lui changes sa couleur, tu passes de bleu à rouge, ce genre de choses. Et donc le DOM, c'est un ensemble de fonctions pour faire ça. Si vous vous souvenez, en JavaScript, on avait utilisé une fonction du navigateur qui était le alert, qui permettait de faire péter des pop-up d'alerte quand on voulait. Bah, le DOM, c'est le même principe, mais beaucoup plus étendu, quoi. On va avoir des dizaines de fonctions pour faire des choses. Et avec ça, on va pouvoir entièrement modifier le document HTML comme on veut. Alors, il y a deux... on va changer le document HTML en réponse à deux choses. Soit c'est en réponse à une interaction de l'utilisateur. Par exemple, l'utilisateur, il clique, il scroll, il fait un rollover, donc avec sa souris, il passe au-dessus d'un élément, il fait un touch si on est sur iPad, il peut interagir avec le clavier aussi, taper une touche. Donc tout ça, c'est les ensembles d'interactions utilisateurs. Donc une fois que l'utilisateur fait ça, nous, on peut exécuter des fonctions JavaScript en réponse à ça pour faire quelque chose, pour modifier le document. Ou on peut utiliser les timers aussi. Les timers, c'est une manière de dire, de manière programmatique, tu dis par exemple, fais-moi ça dans 5 secondes. Typiquement, l'exemple qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va afficher une date, là on va afficher l'heure, et toutes les secondes, on va avoir un timer qui va dire toutes les secondes, tu m'affiches l'heure. Et du coup, ça fait que toutes les secondes, automatiquement, on va avoir l'heure qui est à jour parce qu'on va afficher les secondes. Donc c'est les deux manières dont le JavaScript est exécuté. C'est les deux événements en fait qui lancent l'exécution d'un JavaScript. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la programmation événementielle. Parce que si vous vous souvenez, les premiers scripts qu'on avait fait en JavaScript, là, il y a 2 semaines, c'était ça. Donc c'était pas la programmation événementielle, c'était on lançait le script, il était exécuté de haut en bas, et une fois que toutes les lignes avaient été exécutées, le programme finalement, le programme était fini, quoi, il ne restait plus rien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer des fonctions qui doivent être appelées au moment d'une interaction. Par exemple, on va enregistrer une fonction qui doit être appelée au clic, et une fois que l'utilisateur fait un clic, cette fonction va être appelée et elle va permettre, après on fait ce qu'on veut dans la fonction. On peut changer la taille d'un texte, on peut aller charger plus d'informations, ça on ne pourra pas faire ça aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça la programmation événementielle et c'est l'usage principal de JavaScript, enfin dans le navigateur en tout cas, parce qu'en Node.js c'est autre chose. Mais voilà, on est en attente, on donne un ensemble de fonctions qui sont en attente et qui vont être appelées au moment où l'utilisateur interagit. Voilà, donc on va voir ça aujourd'hui, tout de suite, c'est la fin des slides. Alors, première étape, on va aller
tous récupérer le code. Donc, une fois que vous avez cette URL, vous arrivez sur GitHub. Sur GitHub, vous prenez la branche qui s'appelle Node.js et non pas JS2, parce que JS2 c'est le résultat auquel on veut arriver. Donc Node.js c'est le point où on était arrivé la dernière fois. Et une fois que vous avez cliqué sur Node.js, vous avez un bouton Download Zip. Donc vous téléchargez ça et ça vous récupère tous les fichiers de la dernière fois. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, c'est pas forcément très lisible. Donc dans les fichiers, vous voyez déjà JS, c'est un texte moi pour me préparer, donc c'est idiot, j'aurais pas dû les mettre dedans. Ensuite, on a un répertoire www, donc ça c'est la semaine dernière quand on a fait du Node.js, on a pris une structure beaucoup plus proche de ce qu'on va vraiment utiliser quand on déploie un site. Donc le index.js c'est du code Node.js, donc on va pas y toucher aujourd'hui, ça c'est le truc ce qu'on a fait la semaine dernière qui nous permet de lancer un serveur Node.js. Aujourd'hui on va juste aller dans les statiques, donc les statiques c'est les fichiers clients, donc il y a du HTML, du CSS et du JavaScript. On voit qu'on a le script JS qu'on avait fait la dernière fois. Et là, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va se créer un nouveau fichier pour aujourd'hui, qui va être notre fichier JavaScript pour le contact. Donc, appelez-le contact.js. Donc, dans statique, créer un fichier que vous allez appeler contact.js. Donc, pour rappel, le JavaScript, c'est juste des fichiers texte que le navigateur va charger, parce qu'il va les trouver dans le HTML. Donc voilà, donc allez dans le répertoire statique. Là vous voyez j'ai un contact.js. C'est là-dedans qu'on va faire tout notre code qui va aller vérifier le formulaire avant de l'envoyer. Ok, donc maintenant que vous avez le contact.js, on va vérifier que le site marche bien chez tout le monde. Donc vous avez un fichier dans statique contact.html. Donc dans le répertoire, le répertoire statique. Le répertoire qui s'appelle statique. Alors, donc vous avez un contact.html, ça vous pouvez le glisser-déposer dans la page, dans un navigateur, hein, n'importe lequel, Firefox, Chrome ou Internet Explorer. Et donc là, ça va vous ouvrir la page de contact, c'est là où on en était resté après avoir fait notre HTML et notre CSS. À partir du moment où vous avez ça, et normalement vous avez un petit message d'alerte qui dit Hello World, parce que c'est ce qu'on a fait la dernière fois, c'est ce qui est resté. Ok. Ok, c'est bon jusqu'ici, tout le monde a le site d'ouvert, on a un fichier contact.js. Ok, donc le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le contact.html et on va virer le script qu'on a mis la dernière fois, le script.js, parce que là ça va être un peu pénible d'avoir un Hello World à chaque fois qu'on teste un truc. Donc ouvrez contact.html qui est dans statique. Donc ça c'est le HTML de la page. Et là-dedans on voit que le script il est importé avec une balise script. Donc ça en fait ce qu'on va faire c'est, ce script JS c'est lui qui fait l'alerte au début, ce qui est un peu pénible. Donc on va juste le remplacer, par la place du script on va mettre content, pas content, on va mettre, comment c'est déjà, contact.js et comme ça on va à la place du fichier de script, on va charger le fichier contact. Sachant que dans une page HTML, on peut charger autant de scripts qu'on veut. Hein. On peut en mettre 10, 15. En général, il faut éviter, mais on peut le faire. Donc là, on a bien lié la page contact. Alors pour l'instant, ça fait rien, parce que le fichier contact est vide. Mais là, on va revoir 2-3 bases avant. Donc on va revoir déjà le alerte, hein, parce que le alerte, ça fait toujours plaisir. Donc prenez votre fichier contact.js. Et on va faire un bon vieux alerte hello world. Hello world, c'est toujours ce qu'on fait en programmation quand on teste un nouveau langage. C'est traditionnel. Voilà, donc votre contact.js, vous rentrez ça là-dedans. Vous sauvegardez. Et après, quand vous ouvrez dans le navigateur, si vous avez tout bien fait, ça va vous faire un message d'alerte hello world. Hop. Non, F5 ça rafraîchit pas là, ok. Hop, hello world, donc ça marche. Effectivement, ouais, la bonne remarque. D'ailleurs, je pensais faire ça aussi et je me suis dit finalement, c'est pas la peine. La semaine dernière, on a appris comment en Node, quand on lance un serveur Node, on peut servir les fichiers HTML, JavaScript, ça de manière statique, enfin sous forme de serveur statique, ce qui est plus propre, parce que là, on voit que on les sert sous forme de fichiers sur le disque plutôt que de les servir en HTTP.
pour un vrai serveur web. Mais le souci, c'est que là, sur les ordi, il y a une chance sur deux que Node.js soit pas installé, donc on va pas se refaire la même galère que la semaine dernière, surtout sur Windows où Node.js, c'est un peu la merde. Ok, bon bah désolé, on va enchaîner. Alors, petite piqûre de rappel, donc vous pouvez suivre si vous voulez, mais on va juste, vous n'êtes pas obligé de tout taper, hein, je vous montre juste. Donc en JavaScript, donc c'est un langage de programmation, on peut faire des opérations. Donc, par exemple là, un console.log, c'est un console.log très important, ça va envoyer ça vers la console du navigateur. Donc ça, c'est comme ça qu'on a pu tester nos inputs et surtout nos outputs la dernière fois. Donc par exemple, là j'ai fait un console log hello. Si je vais dans Chrome, je fais un clic droit, procéder à l'inspection de l'élément console. Là, je vais avoir la console. Donc pour l'instant, elle est vide. Et une fois que je rafraîchis, je vois bien que ça me rajoute hello. Donc ça, c'est très utile pour débugger parce qu'on peut voir non seulement des chaînes de caractères, mais la valeur de variables, de fonctions, tout un tas de choses. Donc ça permet vraiment d'apprendre le JavaScript fondamental, quoi, sans le côté manipulation d'éléments visuels qu'on va faire aujourd'hui. Alors, JavaScript, c'est un langage de programmation. Donc, un langage de programmation, quasiment tous, vous allez avoir ce qu'on appelle des variables. Alors, une variable, c'est réserver un emplacement en mémoire pour stocker des informations. Donc, par exemple, on va pouvoir stocker des nombres. Donc, si je fais une variable que j'appelle nombre, les variables, on les appelle comme on veut. Hein. La partie en blanc, là, c'est complètement arbitraire. C'est à vous de mettre quelque chose qui vous parle. Si je fais var 5, ça va me stocker dans la mémoire le numéro 5. Si je fais var nom, ça va me stocker, mon nom. Et si je fais var booléen, bon, c'est un peu bizarre, ça va me stocker true ou false. Donc ça, c'est les trois types de données de base en JavaScript. Il y a les nombres, il y a les chaînes de caractères, les textes, on appelle ça chaîne de caractères en programmation pour des raisons antédiluviennes. Et le troisième type, c'est le truc le moins familier, c'est les booléens. Booléen, c'est une variable qui a la valeur soit true, soit false. Ça va nous permettre de faire des conditions. Parce qu'en programmation, si on veut avoir vraiment un effet, au bout d'un moment, il va falloir qu'on fasse des choix. On fait, si l'utilisateur il a cliqué à gauche, je fais ça. Si l'utilisateur sinon, je fais ci, je fais ça. Enfin, donc les booléens, ça va permettre de faire des conditions. Ça permet de réagir différemment. Donc là, je passe un peu vite, hein, c'est quelque chose qu'on a vu la dernière fois, donc désolé pour ceux qui sont un peu largués. Mais on va faire des trucs visuels aujourd'hui. C'est le but de la manœuvre. Alors donc, les fameuses conditions dont je parlais. Par exemple, là, par exemple, si je veux voir si mon nom est Yannick, je vais voir si, tiens, nombre, je vais prendre C. Si nombre est supérieur à 10, fais ci, sinon fais ça. Donc si je vais faire un if nombre supérieur à 10, alors je sais jamais où sont les accolades, ah c'est bon, je commence à m'y faire au Mac. Hein. Console.log. Je vais vite et puis après je reviens. Et... Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est une condition, c'est ce qu'on appelle, c'est partie de ce qu'on appelle les structures de contrôle. Donc une condition, c'est il y a seulement une des deux quand on a un if et un else. Ça c'est le côté, ça ce qui va permettre de faire des choix en fait en programmation, c'est que il n'y aura jamais que celui-là ou celui-là qui sera exécuté. Et pas, vous aurez jamais quand vous exécutez ça, vous aurez jamais yeah et né qui sera affiché, ce sera soit l'un soit l'autre. Et ça c'est en fonction de la condition. Donc là la condition elle dit si le nombre, donc si ma variable nombre est supérieure à 10, dans ce cas-là tu fais yeah, sinon tu fais né. Donc en pratique, il va afficher né parce qu'on a bien vu que le nombre là il est égal à 5. Voilà, donc ça c'est une condition, hein, c'est de base, peu importe le langage que vous faites, à part vraiment quelques langages très ésotériques, vous aurez toujours des conditions. Ensuite, autre structure, vous avez les boucles. Alors les boucles, c'est pour répéter une opération plusieurs fois. Donc, par exemple là, j'ai un compteur.
Ok. Donc ça, le while, c'est une boucle. Ça permet de répéter ce qu'il y a entre les accolades autant de fois que la condition. Tant que la condition est vraie, en fait, ça va se répéter. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un compteur que j'ai appelé i et que j'ai initialisé à 0. Donc maintenant, on rentre dans la boucle. La boucle, elle dit, tant que i est inférieur à 10, tu m'exécutes ça. Et ce qui est exécuté, on voit que ça fait un console.log de i. Donc la première fois que ça va être exécuté, ça va afficher 0 dans la console. Ensuite, on fait un i++, ça c'est un incrément. Ça veut dire que i, à ce moment-là, une fois qu'on l'a fait, il est plus égal à 0, il est égal à 1, parce qu'on lui rajoute 1. Donc il est égal à 1, on re-rentre dans la boucle. À ce moment-là, on fait de nouveau un console.log, donc ça veut dire que ça va afficher dans la console 1, à la ligne d'après, donc on aura 0, 1. Ensuite, on incrémente, i va devenir 2, et ça va faire comme ça la boucle jusqu'à ce qu'on arrive à 9, parce que c'est inférieur à 10, et à ce moment-là, ça s'arrête. On va avoir dans la console les nombres de 0 à 9 qui s'affichent. Voilà. On a une deuxième forme de boucle, mais bon, ça c'est pas à lire, ça on s'en fout. Ouais. Ok, ça c'est une deuxième syntaxe pour faire le même genre de choses, mais de manière plus automatique et de manière un peu plus sûre. Et en fait, ce qui se passe, ça fait la même chose que ça, sauf que ça fait automatiquement l'incrémentation. Parce qu'on dit, en fait, ça veut dire, là, je vais faire une boucle, je commence avec une variable, un compteur que je mets à 0, et tant que le compteur est inférieur à 10, tu m'exécutes ça, et t'incrémentes j. Donc ça fait la même chose, mais c'est un petit peu plus fiable. Ça, c'est un peu casse-gueule, parce que si la condition est toujours vraie, dans ce cas-là, on va se retrouver avec une boucle infinie et ça va faire cracher le programme. Parce que imaginez que là, si on oublie d'incrémenter i, si i n'est jamais égal, si i n'est jamais supérieur à 10, dans ce cas-là, ça va faire des console.log à l'infini. Le programme, il est bête, hein, il exécute juste de haut en bas ce que vous lui dites, il ne se pose pas de questions. Et au bout d'un moment, le navigateur, il dit ça fait 10 secondes que le truc il tourne sans s'arrêter, c'est qu'il y a un souci et il tue le truc. Alors qu'avec la deuxième méthode, ça ne fait pas ça. Voilà, la deuxième méthode, en fait, c'est à ce niveau-là. En fait, tu t'assures à ce niveau-là. Tu es sûr que à chaque fois que tu sors du bloc de code, donc le bloc il est délimité entre les accolades, tu vas avoir l'incrémentation. Tu peux pas l'oublier, parce que ça fait partie du truc. Tu vois, si tu mets pas d'incrémentation là, ça marche pas, quoi. Au niveau de la syntaxe, on te dit non, ça passe pas. Ok. Et dernier petit point que je voudrais vous rappeler, donc c'est la notion de tableau. Donc un tableau, c'est une manière de stocker. Donc on a vu les variables en haut. Les variables c'est bien, mais on peut stocker qu'une seule valeur dedans. Si j'ai une variable, je vais pouvoir stocker un nombre, un texte ou un booléen, mais je vais pas pouvoir en stocker plusieurs. Le tableau, ça va permettre de stocker plusieurs valeurs. Donc par exemple, si je veux faire un tableau où je stocke mes noms, il faut voir ça un peu comme un tableau Excel, si vous voulez. Donc là, si je fais var nom, ça va être un tableau pour stocker des noms. Je sais plus où est. Où sont les crochets? Alt-Maj. Merci. Donc les crochets c'est le signe, ça veut dire je vais créer un tableau. Et une fois que j'ai créé mon tableau, donc c'est un tableau en fait c'est plusieurs emplacements mémoire. Je vais pouvoir dire hop, mon tableau à l'index 0 c'est égal à Yannick. Et mon tableau à l'index 1 c'est égal à Simon. Et comme ça, on peut enchaîner, on peut mettre autant de valeurs qu'on veut dans le tableau. En fait, c'est un tableau, après on peut y accéder par index. Si je fais un console.log de nom, alors si je fais console.log de nom, ça va m'afficher dans la console tous les noms. Et si je veux juste afficher le premier, je vais faire un console.log de nom crochet 0.
Les crochets, quand vous voyez des crochets, ça veut dire que vous avez affaire à un tableau. C'est le symbole. Dans beaucoup de langages de programmation, c'est référé comme ça. Donc ça veut dire, affiche-moi tous les noms. Donc ça va afficher Yannick, Simon. Et ça veut dire affiche-moi juste le premier nom. Donc ça va afficher Yannick. Donc ça c'est un tableau, c'est une manière de stocker les données. On appelle ça, on dit qu'on les stocke par index, parce que vous allez avoir des index qui sont des numéros. Donc 0, 1, 2, 3 jusqu'à une infinité. Donc c'est une manière de stocker les données. Et une autre manière de stocker les données, c'est les objets. Si par exemple vous avez un objet utilisateur, imaginez vous faites un site internet, vous avez des utilisateurs, vous voulez stocker à un seul endroit toutes les infos de l'utilisateur, vous allez pouvoir utiliser cette syntaxe, dire mon utilisateur il a un nom qui est Yannick, il a un email, qui est yannick blablabla@blablabla.com, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir stocker toutes les infos que vous voulez sur l'utilisateur. Donc ça, en fait, c'est l'intérêt de ça aussi, c'est deux manières de stocker les données. C'est soit on peut les stocker par index, 0, 1, 2, 3, 4, et soit on peut les stocker par clé, en fait, et la clé ça va être nom, email. Donc souvent on combine les deux. Imaginez que vous avez 10 utilisateurs dans votre site, vous allez avoir un tableau d'utilisateurs. À l'index 0, vous allez avoir l'utilisateur Yannick, qui aura son nom et son email. À l'index 1, vous aurez l'utilisateur Simon, qui aura son nom et son mail, etc. Donc en fait, une fois qu'on a compris les tableaux et les objets, comme ça on appelle ça un objet, vous pouvez les combiner pour stocker les données de n'importe quelle manière que vous voulez. Et après, pour accéder aux données d'un objet, ça c'est important parce que ça on va le faire avec le DOM. Parce que le DOM en fait c'est un ensemble d'objets fournis de base par le navigateur. Alors si vous voulez afficher tout le contenu de l'utilisateur, vous pouvez faire console.log utilisateur. Et si vous voulez afficher juste le nom de l'utilisateur, vous faites utilisateur et vous utilisez un point nom. De la même manière, vous pouvez faire point email. Et quand vous voyez un point, ça veut dire je rentre dans mon objet, je rentre dans le champ nom de l'objet. On va voir que dans le DOM, on va faire ça beaucoup. On va utiliser cette syntaxe avec des points pour rentrer dans les objets. Ok. Bon, c'était la fin du petit rappel, ça allait très vite. On va pas tout comprendre du premier coup, c'est normal, hein, la programmation ça prend quand même du temps. Mais maintenant là, on va commencer les trucs un peu plus fun. On va faire des trucs visuels. Même si on comprend pas, on voit les trucs qui se passent. Moi, je vais dégager tout ça, enfin, en tout cas le alerte, parce que ça je m'en fiche. Alors là, ça va aller plus lentement. Là, maintenant, on révise pas, on découvre. Donc, premier type d'interaction. Là, le premier truc qu'on va faire, c'est que quand on va cliquer sur la page HTML, peu importe où on clique, on va faire péter une alerte. Donc, une alerte où on va marquer hello ou peu importe ce qu'on veut marquer dedans, ça n'a pas d'importance. Donc, je vais taper le code. Ça va prendre 3 lignes. Vous notez aussi, vous notez en parallèle le code. On teste dans le navigateur et puis après, on prend du temps, on explique. Voilà, ça, c'est tout ce qu'il faut. Une fois que vous avez ça, vous pouvez ouvrir votre navigateur et tester ça. Vous cliquez n'importe où, ça va vous faire une alerte. Sur la page contact, évidemment, parce que il n'y a que dans cette page-là qu'on a importé le script JS. Alors, regardez ici, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Je vais baisser un peu le machin, j'ai pas envie de sauter sur place. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Premier, document. Ça, c'est le truc le plus important. Le document, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un objet qui est de base dans le navigateur HTML que vous pourrez toujours accéder en JavaScript. Ça représente le document HTML en fait. Ça représente tout votre document. C'est un peu bizarre au début ce concept d'objet quand on commence la programmation, mais il faut imaginer que document c'est juste un nom qui représente votre entité, enfin votre gros document HTML. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a la syntaxe avec le point.
Donc ça veut bien dire que le document c'est un objet parce qu'on va aller accéder à un de ces champs. Et le champ auquel on accède, c'est onClick. Alors onClick, je pense que de manière intuitive, tout le monde comprend, ça veut dire au moment du clic. Donc ça veut dire au moment du clic sur le document, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien là, on lui passe une fonction. Ça, d'ailleurs, j'ai pas rappelé les fonctions, qu'est-ce que c'était en JavaScript. Tout le monde est à peu près clair sur ce que c'est une fonction JavaScript? Pas du tout. Il n'y a pas de rotation, il faut dire. Tout le monde sait? Ok. Donc, au document, au clic, on lui passe une fonction qu'il faut qu'il exécute à chaque fois qu'il y a un clic. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, tout bêtement, alerte, hello. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Sauf que voilà, donc vous pouvez d'ailleurs tester, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, en fait à chaque fois ce sera appelé, c'est ce qu'on appelle une callback, en fait on lui passe une fonction pour qu'elle soit appelée plus tard. La fonction elle n'est pas exécutée tout de suite parce que tant que le document n'est pas cliqué on s'en fout. Par contre à chaque clic, cette fonction va être appelée. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est que la variable, on lui passe, au lieu de lui passer un nombre ou un texte ou un booléen, on lui passe une fonction. Bah, en fait c'est parce que en JavaScript, comment dire, on peut passer des fonctions en tant que variable. Ça, c'est une propriété du langage, on ne peut pas faire ça de partout. Mais en gros, on peut dire, voilà, au moment du clic, exécute cette fonction. Voilà tout ce que ça veut dire. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, c'est bon. Super. Alors, on va aller un petit peu plus loin maintenant. Dans deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire au clic. On va prendre le titre. Donc dans cette page, on a un titre HTML, donc ce qui représente, donc c'est une balise H1. De manière programmatique en JavaScript, au moment où on clique, peu importe sur le document, on va aller prendre cette balise et on va remplacer son contenu. On va le remplacer par hello, ou par ce qu'on veut une fois de plus. Alors, on reprend sa page, je vais taper le code. Alors donc une fois de plus, pareil, document onClick. Ah. Voilà. Document onClick. Ok, donc celle-là, ça fait partie des fonctions du DOM qui ont un nom assez relou à taper. Allez, on va faire par étapes. Ah ouais, donc ça y est, là je suis arrivé au stade où j'ai plus de place. Je tape tout d'un coup une fois, après vous pouvez tester. Et puis, on regarde. Voilà. Ok, là c'est bon. Donc d'abord, on refait document.onClick avec la fonction, parce que pareil, on va mettre une fonction pour exécuter. D'ailleurs, un truc à noter, c'est que si vous avez remarqué, au moment où vous cliquez, quand ça marche, ça, c'est plus exécuté, le premier. Alors qu'on a utilisé le même truc. Pourquoi? Bah, c'est parce que onClick, c'est une variable. Donc du coup, on a écrasé la valeur de la variable ici. Du coup, la fonction qui est là, elle est perdue. C'est pour ça qu'on a pu en mettre un deuxième sans virer le premier, sans avoir à la fois un hello world, enfin un hello et le hello. Donc là, comme c'est une variable, n'importe quelle variable, on peut changer sa valeur. La valeur de onClick, on l'a changée la deuxième fois, on l'a écrasée.
petite parenthèse. Et il y a des moyens de faire que au clic, on puisse faire plusieurs fonctions. Ça c'est déjà plus avancé. Alors, donc, au clic, exécute-moi cette fonction. Maintenant, la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait donc document. Donc ça, c'est toujours mon document HTML, document global. Ce document, c'est un objet. Il a une fonction dessus qui est getElementsByTagName. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors un tag, c'est une balise HTML. Tag, c'est le nom en anglais, donc le H1, c'est un tag HTML. Donc là, ça veut dire récupère-moi tous les éléments. Donc les éléments, là, ils parlent de tous les tags HTML, donc le H1, le paragraphe, le H2. Ramène-moi tous les éléments qui ont le tag name H1. Parce qu'il peut y en avoir plusieurs dans un document. On peut avoir plusieurs H1, plusieurs paragraphes, plusieurs tout, hein, finalement. Donc ça, c'est ce qu'il fait. Donc là, quand vous lui dites de faire ça, il va aller regarder dans tout le document HTML, il va dire, tiens, dès que c'est un H1, il va vous le mettre là-dedans. Et ça, c'est un tableau de tags. Donc les tableaux, je vous rappelle, c'est quelque chose dont on peut accéder à un index. Donc il va voir le premier, il va dire, ah tiens, toi, je te mets à la case 0, il va voir le deuxième, je te le mets dans la case 1 du tableau, 2, 3, 4, 5. Nous, en l'occurrence, on en a un seul de H1 dans le document. Mais il n'empêche que pour y accéder, comme c'est un tableau, on va utiliser les crochets. Donc nous, on sait que notre tag H1, il y en a un seul. On va dire la variable H1, ça représente le tag, c'est tags 0. On est d'accord, hein, là celui-là, il nous renvoie tous les tags H1 qui sont dans le document dans un tableau. Il y a un... Ouais, c'est un tableau avec un élément. Mais ça permet en fait de... C'est plus générique, en fait, ça permet de... En fait, l'alternative, il aurait fallu qu'on ait deux fonctions. Il aurait fallu avoir getElementByTagName, qui renvoie un seul, et une fonction tableau. Donc en général, en programmation, on prend le truc le plus générique. Et même s'il y a un seul élément, on renvoie quand même un tableau. Parce que comme ça, on se prend pas la tête, il n'y a pas à apprendre plusieurs trucs, surtout un peu confusants, ou des fois on oublie un S ou des trucs comme ça. Donc là, il y a juste une fonction qui renvoie tous les éléments de la page, et là, il se trouve qu'il y en a un seul. Mais dans la plupart des cas, il va y en avoir plusieurs. Si vous récupérez par exemple les paragraphes dans une page, il va y en avoir plusieurs, et du coup, vous allez pouvoir faire une boucle sur le tableau pour traiter tous les éléments. C'est le genre de choses qu'on peut faire. Donc là, on a récupéré tous les éléments H1. Nous, on sait qu'il n'y en a qu'un seul, donc on le récupère. Donc je me rends bien compte, hein, c'est assez abstrait cette notion de récupérer des éléments, tout ça, d'objets, c'est normal, c'est le truc le plus compliqué en programmation. Mais disons que là, on récupère une variable qui représente le tag H1. Et le tag H1, c'est lui-même un objet. Donc c'est un de ces fameux objets du DOM, Document Object Model. Sur cet objet, il y a une propriété, donc une variable qui s'appelle innerHTML. Et cette variable, quand on met sa valeur, donc ça c'est comme, là on set sa valeur, on la change de la même manière qu'on peut changer la valeur d'un nombre ou d'un texte. C'est ça qui va écrire, dans le document, qui va vraiment afficher et changer la chose. Parce que là ce qu'on lui dit c'est, le HTML, enfin ton HTML, en réalité c'est hello. Donc le H1, ce qu'il fait, c'est qu'il dégage tout son HTML qui est actuellement. Donc actuellement, son HTML, c'est, je sais plus ce que c'est de base, mais contactez-moi, voilà. Donc de base, en fait, il voit, quand on fait h1.innerHTML, donc H1, c'est tout ça, et innerHTML, c'est contactez-moi, c'est le HTML à l'intérieur du H1. Donc nous, on le remplace par hello. Donc il faut imaginer le navigateur, il prend contactez-moi, il le dégage, il met hello à la place, et après il rafraîchit la page automatiquement, et ce qui fait que vous allez voir le nouveau message dans H1. Alors, sur quoi on va enchaîner? Ok. Donc là, on va refaire globalement la même. On va un peu améliorer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que au moment où l'utilisateur clique, on va faire sortir une boîte de dialogue qui va permettre de taper le texte qu'on veut rentrer dans le H1 à la place de faire LOU en dur. Donc on refait la même, unclick. Hop, unclick. Alors premier truc, on va récupérer la réponse. C'est quoi déjà ?
Et là, je vais vous faire exactement la même qu'en haut, mais en version abrégée, parce qu'en JavaScript, on peut un peu enchaîner les fonctions pour éviter d'avoir à taper, d'avoir à faire plein de variables intermédiaires comme ce qu'on a fait la première fois. Donc, ça permet d'écrire moins, ce qui est toujours sympa quand on écrit toute la journée. Hop. Voilà, ça devrait marcher. Donc là, ça vous devrait vous demander quel titre mettre. Qu'est-ce qu'on a fait là? Donc, toujours la même, rebelote document.click. Du coup, on écrase une fois de plus la fonction qu'on a fait précédemment. Parce que je vous rappelle, le navigateur, plus exactement l'interpréteur JavaScript, qui est une des parties du navigateur, lui, tout ce qu'il va faire, il est très bête, il charge le JavaScript, et après il va faire ligne par ligne. Du coup, la ligne la plus basse, la ligne la plus basse, c'est la dernière qui va évaluer. Du coup, il a déjà eu le temps de mettre onClick une fois, onClick deux fois, onClick trois fois, c'est la dernière fois qui est prise. Parce qu'une variable, elle a toujours la valeur de sa dernière fois, elle a toujours la dernière valeur qu'on lui a affectée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on fait un prompt. Prompt, c'est très proche d'un alert. Donc, alert, c'est juste pour afficher un message. Prompt, c'est non seulement afficher quelque chose, mais demander une information à l'utilisateur. Donc, ça, c'est une fonctionnalité comme alert qui est de base dans tous les navigateurs depuis des lustres. Donc, ça sera dans tous les navigateurs. Bon, en pratique, c'est très peu utilisé de nos jours. En général, on fait sa propre boîte de dialogue en HTML, CSS parce que les versions du navigateur, on ne peut pas changer l'apparence. C'est toujours un peu cache. C'est pas très joli, mais bon, c'est fonctionnel. Alors, prompt, à partir du moment où on arrive là, le navigateur, il arrête d'exécuter le JavaScript parce qu'il attend la réponse de l'utilisateur. Une fois que l'utilisateur il a répondu, il a cliqué sur OK, on va avoir sa réponse qui est stockée dans cette variable. Donc, dans cette variable, il va y avoir du texte. Il va y avoir la réponse de l'utilisateur. Et après, là, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est exactement l'équivalent de ça, sans variable intermédiaire pour aller un peu plus vite. Donc, le document va récupérer tous les éléments H1. Ensuite, il va prendre le premier. Vous voyez qu'on peut enchaîner, en fait, ça c'est une question de syntaxe. Et là, c'est toujours la même chose. Tant qu'il n'y a pas de point-virgule, ça veut dire que je n'ai pas fini l'instruction. Là, j'aurais pu le mettre sur une ligne, ça aurait été pareil, mais ça aurait débordé du tableau. Donc, le document récupère tous les éléments H1, sélectionne le premier, et dans le premier, son contenu, on le remplace par la réponse. Voilà ce que cette ligne, elle fait. Tout ce qu'on fait en une seule ligne. Splitté en deux. Voilà, est-ce que c'est à peu près clair? Maintenant, on va faire des timers. On va enchaîner. Là, le prochain truc qu'on va faire, on va afficher une date, et ensuite on va faire qu'elle soit rafraîchie toutes les secondes. Donc là, on va utiliser une autre forme d'interaction, qui est le timer. C'est plus l'utilisateur qui va lancer l'interaction, qui va faire un clic, tout ça, c'est juste un timer qui va appeler une fonction à un intervalle régulier qu'on définit nous-mêmes. Alors, première chose à faire, le premier truc un peu étrange que vous allez voir, c'est que on va utiliser la fonction window.onload. On va utiliser la variable pour faire ça. Alors, à quoi ça sert ça? Alors le window, il y a deux objets très importants dans le DOM. Il y a le document qui représente le HTML et le window c'est la vue, c'est ce que vous voyez à travers comment dire. Il faut imaginer que le document on le voit à travers une fenêtre parce qu'on peut scroller dans le truc et c'est ce que le window il représente. Le window il représente quelque chose de un peu plus loin que le navigateur. Mais ça on s'en fout un peu de la description de window. Ce qui est important c'est le unload. Donc unload ça c'est appelé. Ça, cette fonction, elle va être appelée une fois que le document est vraiment prêt, que tout a été chargé. Parce qu'un document HTML, c'est un ensemble, donc déjà, il y a du texte, il y a des balises HTML, mais surtout, il y a beaucoup de ressources externes. Par exemple, des images, des vidéos, des scripts JavaScript et du CSS. Donc ça fait beaucoup de choses que le navigateur, il va aller charger. Le navigateur, lui, vous lui dites, donc, vous tapez une URL dans le navigateur, ça va aller demander à un serveur du HTML, le navigateur récupère le HTML, et dans ce HTML, il va voir qu'il y a tout un tas de ressources externes à télécharger, des images, des CSS, du JavaScript, tout ça. Il va lancer tous ces téléchargements en parallèle, mais tant que vous n'avez pas ça, le document, finalement, il n'est pas complet, parce que vous n'avez pas les images, vous n'avez pas toutes les fonctionnalités, donc il n'y a pas de JavaScript, le truc, il n'a pas de gueule parce qu'il n'y a pas de CSS.
Donc cette fonction-là, le onload, c'est appelé qu'une fois que tout est prêt. Une fois que tout a été chargé, que le document est prêt à être utilisé. Et donc ça veut dire que à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir accéder à tous les éléments sans problème. Si on n'utilise pas cette fonction de base, enfin si on n'utilise pas cette fonction, en fait, quand vous verrez un programme JavaScript en réel dans tous les trucs, il y aura toujours une fonction comme ça au début. Le programme sera toujours à l'intérieur de ça, parce que sinon c'est trop dangereux, parce que c'est possible d'appeler une fonction sur un élément qui n'est pas encore là. C'est possible que par exemple l'élément H1 ne soit pas encore prêt. Ou que vous demandez un élément image qui n'a pas été encore chargé, du coup vous avez un comportement bizarre. Donc là, quand on appelle ça et qu'on commence son programme ici, là on s'assure, c'est le navigateur qui nous fait signe, qui nous dit ok, ma page HTML elle est prête, tu peux faire ce que tu veux. Donc ça c'est fondamental. Le document onload, c'est équivalent. Ouais, il y a document onload et je crois que ça marche bien maintenant. Le window onload, c'est pour des raisons historiques, c'est que ça a été le premier qui a marché correctement, parce qu'il y a eu ils ont fait plein de trucs un peu bêtement au niveau du DOM, parce qu'ils ont inventé un peu les trucs à l'arrache. Ils ont mis sur le window, à la base c'était pas plus logique, mais pendant très longtemps, il n'y a que sur ça que ça marchait à peu près, sur IE6, IE7, Firefox, tout ça. Donc on se sert de ça, c'est le plus sûr. Et de toute façon, maintenant il y a le document onload qui fonctionne, mais ça fonctionne peut-être que plus de 3 ans. Du coup, si quelqu'un a un navigateur plus ancien, ça va pas marcher. C'est la raison. Et en pratique, on utilise une librairie, enfin, la plupart des gens utilisent une librairie très connue qui s'appelle jQuery, qui permet, c'est la librairie que j'utilise en JavaScript, et jQuery a une fonction onload elle-même, où jQuery va, va faire le pont, jQuery va se charger de regarder s'il est sur IE6, sur IE7, et il va prendre la bonne fonction. Du coup, tu n'as plus à t'en soucier. Dans les cas concrets vraiment de site internet pour de vrai, on utilise jQuery, et puis voilà, c'est jQuery qui s'occupe de ce problème-là. Donc voilà. Donc une fois qu'on est à cette ligne-là, du code, là, c'est bon, on peut vraiment faire ce qu'on veut on peut manipuler ce qu'on veut dans le document est prêt, et ce sera sans risque. Alors pourquoi je vous dis ça, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? C'est parce que nous, là, pour afficher la date, on va rajouter une div. Donc une div, je vous rappelle, c'est un élément HTML hein, qui a un nom div. C'est un élément qui n'a pas de valeur sémantique. Vous avez le H1 par exemple, c'est les titres. Vous avez le P, c'est des paragraphes. Le div, c'est juste pour faire une division, c'est juste pour couper le HTML, mais ça n'a pas de sens particulier. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une div dans le document. Et dans cette div, on va lui mettre la date actuelle en texte. La date de maintenant, donc le jour, les heures, tout ça. Ok. Alors, première chose, on va créer une div. Donc je vais appeler la date div. Donc pour ça, une fois de plus, on va utiliser le document qui va avoir une fonctionnalité qui nous permet de créer d'autres éléments HTML. Parce que là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on crée une balise. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose dont on se sert beaucoup. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est... Alors, imaginez, donc votre document HTML, il est chargé. Vous avez tapé tout un ensemble de balises dans votre document HTML, donc des H1, des H2, des paragraphes en fonction de votre contenu. Donc ça c'est bien, mais ça c'est ce qui est disponible au démarrage de la page. Au démarrage de la page, votre document, c'est cet ensemble de balises. Nous, en JavaScript, on va pouvoir rajouter des éléments. Là, on crée un élément de type div, et il est créé là-dedans. Ça représente un objet de type div, mais pour l'instant, cet objet de type div, il n'est pas dans le document. C'est juste une variable qu'on a créée en JavaScript. Du coup, il ne va pas s'afficher de manière visuelle. Donc la deuxième chose à faire, c'est de le rajouter au document. Donc toujours document, hein, qui est vraiment à la base de la plupart des fonctionnalités. Hop, voilà. Alors deuxième ligne, qu'est-ce qu'on fait là? Donc là on chope le document une fois de plus. Dans le document on récupère le body. Donc ça le body c'est de base. Dans le document c'est une propriété de base, ça représente la balise body en fait tout simplement. Si vous vous souvenez bien en HTML, on a toujours les mêmes balises de base. Donc à la base on a toujours une balise HTML qui englobe tout le document. Et on va avoir une balise head et une balise body. Donc head pour toutes les les métadonnées, donc ce qui n'est pas affiché pour l'utilisateur, et body, c'est tout ce qui est affiché visuellement pour l'utilisateur. Donc nous, notre div, on va vouloir l'afficher, la mettre dans le body, parce qu'on veut que ce soit quelque chose de visuel, là on va afficher la date. Donc on prend le document nous donne le body, et au body, on fait un append child
Ça, c'est une fonction qu'on a sur tous les éléments HTML. Ça veut dire rajoute un enfant. Et donc le body. Donc si je le reprends, hop, le body, qu'est-ce qu'il y a le body? Voilà. Le body, donc là, ça va imaginer le HTML, donc ça c'est le body. On voit que le premier enfant, c'est une div. Voilà, bon, en fait, le body, il a un seul enfant, qui est une div, et puis après, il y a d'autres trucs. Quand on fait un append child, ça va rajouter une div en dernier. Donc, il faut imaginer que la div qu'on vient de créer, en fait, elle va être rajoutée de cette manière-là. Là, c'est juste ce qu'on va faire, quoi. En fait, une fois que le JavaScript a été exécuté, le document, il ressemble à ça. En fait, c'est ça qu'on va faire en JavaScript, hein, c'est qu'on va changer la structure du HTML. Et dernier point, donc là on a créé une div qui d'abord est à l'extérieur du document, donc pour l'instant elle est dans le vide, quoi. Là on l'ajoute au document, ce qui fait qu'elle va vraiment s'afficher, mais pour l'instant elle est vide. Donc ce qu'on va faire, c'est, une fois de plus, on va changer le contenu, donc toujours avec inner.html, mais cette fois pas du, pas du H1, pas du document, tout ça, on va changer le contenu de la div. Donc là on peut déjà faire un essai avec un hello, quoi, pour y aller doucement. Donc là, si vous lancez ça dans le navigateur, en bas de la page, vous devriez avoir un hello, même s'il ne devrait pas être forcément très visible, vu que ça va rajouter du texte noir. Ouais, voilà, moi je le vois, mais c'est pas évident à voir. Ah voilà, on va voir un peu. Là, il est là. D'ailleurs, un truc intéressant qu'on peut voir, c'est donc maintenant, dans tous les navigateurs, il y a des outils pour les développeurs, donc dont la fameuse console. Mais on voit aussi qu'il y a que de base, il y a Elements. Ça, c'est le document HTML. Si vous regardez dedans, vous allez reconnaître la page contact. Et maintenant qu'on a rajouté la div, vous pouvez voir que avant ça, vous avez juste div id content. Donc ça, c'est ce qu'on a mis de manière dans le document HTML. Et maintenant qu'on a exécuté le code pour dire rajouter une div, on voit qu'il y a un deuxième élément enfant au body qui est la div avec hello dedans. Donc ça, ces outils-là, c'est super important pour voir à quoi ressemble le document HTML à l'heure actuelle. Là, vous pouvez... Là, c'est pour avoir la vision du HTML, pas en mode rendu utilisateur final, c'est vraiment pour les développeurs. C'est pour comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre document. Et donc, si on reprend, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'afficher hello, c'est d'afficher la date actuelle. Donc pour ça, on va utiliser un autre objet qui est de base en JavaScript, qui est l'objet date. Et on va faire new date. Donc ça va créer une nouvelle date. En fait, quand on fait new date, ça, en gros, ça affiche la date actuelle, quoi, à la seconde près. Et donc si vous affichez ça dans le navigateur, vous voyez la date du moment, hop, à la place du hello. Là, je le vois en plus dans la console de debug. Donc là, c'est en format américain, je crois. Il y a des options dans date pour changer les formats. Enfin, on peut faire des choses. Dans la plupart des langages de programmation, on peut aller assez loin sur la gestion des dates, parce que c'est souvent une problématique qu'on a quand on va faire typiquement des serveurs, si on doit gérer des utilisateurs qui font des articles, qui font du contenu, il y a beaucoup de choses de dates à gérer. C'est un problème assez complexe parce que tout le monde a sa version des dates, il y a plein de formats différents en fonction du pays, du décalage horaire. Donc voilà, donc la plupart des langages de programmation, vous allez avoir des fonctionnalités de date assez avancées, il y en a besoin parce que c'est un problème super complexe, quoi. Encore aujourd'hui, au boulot, on a eu des problèmes de dates qui ont fait tout foirer. Ils sont spéciaux, ils sortent un journal le jeudi, ils disent que c'est l'édition du vendredi. Enfin, c'est bizarre. Donc voilà, donc là, si tout a fonctionné pour vous, vous allez voir la date qui s'affiche. Et à chaque fois que vous rafraîchissez, vous voyez, comme la date là, elle est à la seconde près, bah, vous voyez que ça se met à jour. En fait, c'est au moment où la date, c'est au moment où la fonction est exécutée. Ok, donc on récapitule. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc on part d'un document HTML, donc on part de la page de contact. Il faut imaginer que avant
avant le onload. Donc le onload est appelé une fois que la page est vraiment prête, c'est une fois que la page a fini de charger son CSS, ses images, tout ça. Nous, ça se passe très vite parce que tout est sur notre disque dur, enfin tout est sur l'ordinateur en local, donc ça se fait en quelques millisecondes. Donc une fois que la page est prête, nous, ce qu'on veut faire, c'est rajouter une div. Donc déjà, on la crée en dehors du document, parce qu'on on peut pas créer un élément directement dans le document. Il n'y a pas de fonction qui dit rajoute directement une div dans le document. Donc déjà, on la crée à part. Donc là, il faut imaginer qu'on a le document d'un côté, la div est ailleurs, quoi, dans l'ordinateur, dans un autre endroit de la mémoire. Donc elle est nulle part, là, elle est dans le... Non, je n'ai pas de bonne métaphore. Dans le chaos, dans le limbo. Voilà. Et ensuite, une fois qu'elle a été créée, peut-être un truc sur la naissance, non, une métaphore. J'en ai fait une super bien la semaine dernière sur les kamikazes. Enfin, donc, une fois qu'elle est créée, là, on va l'attacher au document. Donc, non, on l'attache au body, mais on pourrait l'attacher à n'importe quel élément du document. Et une fois qu'un élément est vraiment attaché au document, à partir de ce moment-là, il va s'afficher de manière visuelle. Donc là, il s'affiche de manière visuelle ici. Par contre, comme la div pour l'instant est vide, une div par défaut, elle affiche rien. Et nous, ce qu'on fait, troisième étape, c'est qu'on va changer son contenu et on lui affecte le contenu qui est la date actuelle. Voilà. Est-ce que c'est clair? Très bonne question. Voilà. La question c'est est-ce que ça devrait pas apparaître ici? En fait, ça c'est une question de CSS. Ça dépend comment le document est fait, mais voilà, faut imaginer, regarde. Donc là d'ailleurs c'est dans les outils, hein, toujours super pratique, les outils de dev, quand au survol, on voit qu'est-ce que ça représente. Donc on voit que la div, donc la div qui est tout ça, c'est enfin la div contact, le contenu de tout notre contact, ça fait ça. Et que la div qu'on vient de rajouter, ça fait ça. Donc voilà, ça après c'est le mode d'affichage en HTML, c'est une question de CSS. Il y aurait moyen de le rajouter là, mais il faudrait l'ajouter différemment. En fait, faudrait pas l'ajouter au body, il faudrait la rajouter dans la div content. On peut essayer ça, tiens. Bon exercice. Alors là, ce qu'on va faire, c'est plutôt que d'attacher au body, on va rajouter à c'est quoi? C'est content. Ah bah en plus c'est bien, il y a un ID. Donc là ce qu'on va faire, donc il y a une div ici, elle a un ID. Donc si vous vous souvenez, les ID on s'en est servi en CSS pour pouvoir sélectionner une div. Parce qu'on pouvait sélectionner par ID. Mais l'ID c'est non seulement utile en CSS, mais c'est utile en JavaScript aussi parce qu'on va avoir une fonction sur le document qui va nous permettre de récupérer cette div là grâce à son ID. Parce qu'il faut imaginer que si la div elle n'a pas d'ID, c'est beaucoup plus compliqué d'accéder. On peut récupérer toutes les divs, on peut savoir que c'est la troisième, mais si on change un peu son HTML, c'est compliqué. Tandis que si on met un ID, on est sûr que c'est celle-là, donc ça permet d'accéder plus facilement à cette div. Cette fonction, c'est getElementById, très original. Donc l'ID, c'est content. Donc on va créer une nouvelle variable pour la récupérer. Donc variable content, dans laquelle on va mettre la div content. Et sur le document, on va faire un getElementById content. C'est de plus en plus petit, mais c'est pas possible. Comment je peux... Ok, donc là on a rajouté à content, et au lieu de rajouter au document.body, on peut rajouter directement à content. En fait, toutes les divs, y compris celles qu'on crée là, ou tous les éléments H1, H2, ils ont tous un ensemble de fonctions communes, genre append child, il y a remove child pour enlever, enfin l'inverse. Donc une fois qu'on a compris certains, en fait tous les nœuds, enfin tous les tags HTML vont avoir ces mêmes fonctions-là. Que ce soit le document, le body, n'importe quel div, on va pouvoir rajouter des éléments après eux. Donc si vous faites ça, donc là normalement ça devrait afficher en bas du truc, j'espère. Je garantis pas le résultat, mais vous verrez qu'elle est ajoutée, que votre div n'est plus ajoutée en dernier élément, en dernier enfant du body, mais elle est ajoutée en dernier enfant de la div content. Donc il faudra déplier, il faudra aller voir dans le div content pour voir quelque chose. Ah non, je me suis gouré, c'est pas getElementsById, c'est getElement. Voilà. Il n'y a pas de S, j'avais fait un copier-coller.
que là, pour le coup, c'est pas comme getElements by tagName, où là, il renvoyait un tableau, parce que dans un document, on a le droit d'avoir plusieurs éléments du même type. On a le droit d'avoir plusieurs H1 ou plusieurs paragraphes. Là, c'est getElement by ID, parce qu'un ID, finalement, on a le droit d'en avoir qu'un seul par document. Enfin, un ID qui s'appelle content, on a le droit d'en avoir qu'un seul par document. Sinon, c'est plus un ID, parce qu'un ID, l'intérêt, c'est que ce soit un identifiant unique d'une div. Donc c'est pour ça que la fonction, elle permet de récupérer qu'un seul, parce que vous n'êtes jamais censé avoir plus qu'un élément dans le document qui va avoir l'ID content. Si vous faites ça, cette fonction, elle vous renverra toujours le premier, et les autres, vous ne pourrez pas y accéder. Donc l'ID, c'est vraiment fait pour un seul élément, sinon il y a la classe, il y a les classes qui permettent de partager du contenu et auquel on peut accéder aussi en JavaScript. Ça fonctionne ? Voilà, donc en fait, les divs que vous créez, vous pouvez les attacher absolument où vous voulez dans le document. D'ailleurs, on va le faire quand on fera le formulaire, on va en attacher une au-dessus pour dire il y a une erreur, tout ça. Donc ça, il n'y a pas de limite. En fait, tout ce que vous pouvez faire en HTML, on va dire de manière statique, enfin au moment où vous tapez les balises, vous pouvez le faire en JavaScript. Il n'y a rien d'impossible. Alors, mince, c'était pas ça que je voulais faire. Okay. Alors maintenant, là on a mis une date au démarrage. Maintenant, ce qu'on va faire, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir la date actuelle. Donc là, pour ça, on va devoir rafraîchir toutes les secondes, parce que la date, elle est en JavaScript, c'est à la seconde près. Donc on va la rafraîchir toutes les secondes. Alors pour faire ça, on va se servir d'un timer. Donc un timer, c'est une fonctionnalité de base de JavaScript. On va le faire en appelant la fonction, on va faire un timer en appelant la fonction setIntervalle. Et cet intervalle, on va lui filer une fonction à exécuter toutes les secondes. Alors la fonction qu'on veut faire, toutes les secondes, ce qu'on veut faire, c'est exactement pareil qu'au-dessus. On veut que la div date, son inner HTML, ce soit new date. Mais comme cette fonction va être appelée toutes les secondes et que new date renvoie toujours la date actuelle, du coup toutes les secondes ça va être mis à jour. Donc cet intervalle, c'est une fonction de base en JavaScript et elle a deux paramètres. Le premier, c'est la fonction à exécuter et le deuxième, c'est le timeout. Enfin, c'est l'intervalle entre les fonctions en millisecondes. Donc ça veut dire que si on veut que cette fonction soit exécutée toutes les secondes, on met un intervalle de 1000 millisecondes. Donc voilà, tout simplement, là, toutes les secondes, on va rafraîchir le inner HTML de la div date. Ça va, c'est lisible? Non. C'est quoi, ouais, les couleurs, ouais, c'est pas idéal. Je sais pas si j'ai des trucs avec plus de contraste. C'est censé se rafraîchir tout le temps sur l'inspecteur. L'inspecteur, faut le réouvrir. Enfin, faut le rafraîchir l'inspecteur, je sais plus comment, genre tu le fermes, tout ça. Ouais, d'accord. Ouais, l'inspecteur, il se met pas tout le temps à jour parce que ce serait trop coûteux au niveau CPU. Par contre, dans le document HTML, là, il n'a pas le choix parce que c'est ce que tu lui demandes. Du coup, si ça fonctionne, normalement, voilà. Ouais, voilà, moi ça marche. Là. Toutes les secondes, vous voyez que ça se met à jour. Alors, la petite erreur, c'était cet intervalle tout en minuscule. Donc ça, c'est le coup des majuscules, c'est une manière d'écrire en programmation. On appelle ça le camel case. C'est comme un chameau. Donc case, c'est la manière dont on fait la typo. D'ailleurs, moi je l'ai utilisé comme ça. En JavaScript, on fait toujours ça. C'est que quand vous avez une variable, une fonction qui a un nom qui est composé de plusieurs mots, vous allez mettre chaque mot différent, vous allez le mettre en majuscule pour bien délimiter. C'est le camel case. Et il y a une variante qui s'appelle le snake case. Ça dépend des langages de programmation, c'est une question d'habitude. Snake case, ça va être avec des underscores. Vous pouvez voir aussi ça dans d'autres langages où il y a des gens qui font plutôt comme ça. Donc ça, c'est une question de culture du langage, une question de goût aussi.
Après, pour cet intervalle en particulier, donc là, datediv, c'est moi qui ai créé la variable. Donc là, je peux bien mettre le nom que je veux. Par contre, cet intervalle, comme c'est une fonction de base du navigateur, là, on n'a pas le choix, on est obligé de l'écrire comme le navigateur l'a prévu, sinon il ne va pas comprendre ce que vous voulez faire. Par exemple, voilà, si vous faites console.log de document.body et que vous allez ouvrir la console, dans la console, vous allez voir tout l'intérieur de votre document, en fait, tout le HTML. Bah, allez voir, ça vous parlera plus. Pardon, non, c'est document.body.innerHTML, c'est un point du truc. Voilà, ça va. InnerHTML, c'est aussi bien, ça permet de savoir qu'est-ce qu'il y a comme HTML dedans. Là, on va savoir qu'est-ce qu'il y a comme HTML dans le body. Ça permet c'est aussi bien de le lire que de l'écrire. Cette accolade-là, elle ferme ici. Parce que tout ce qu'on fait, en fait, tout ce qu'on exécute là, il faut que ce soit exécuté seulement une fois que le document est bien été chargé. Parce que si le document n'est pas prêt, on ne va pas pouvoir ajouter des divs n'importe comment, parce que par exemple, lui, il ne sait même pas encore qu'est-ce qu'il va y avoir dans son body. Donc vous lui dites, je te rajoute ça à la fin, il y a une chance sur deux que ça cafouille. Le code sera exécuté, mais les résultats seront imprévisibles parce que ça dépendra de le temps que ça a mis à charger les éléments finalement. Si ça met beaucoup de temps à charger les trucs, dans les cas simples, ça passe parce que depuis le temps, ils ont eu le temps de débugger, mais c'est vraiment pas sûr. Donc toujours, quand on fait vraiment un programme, on le démarre toujours à l'intérieur d'un load. Alors, d'ailleurs, ouais, ça commence à être un peu le bazar. Alors, donc là, il nous reste à faire vraiment valider le formulaire de contact maintenant qu'on a vu toutes les bases. Mais je vais vous montrer avant un petit truc pour organiser un peu le code, parce que là déjà ça commence à être un peu confus avec le window.onload, les fonctions. Il y a moyen de rendre ça plus lisible. En fait, on peut au lieu de onload, de lui passer une fonction qu'on crée comme ça, on peut créer la fonction et lui passer ensuite. Par exemple, moi je vais avoir si j'ai une fonction start, donc ça c'est la fonction pour démarrer, c'est tout ce qu'on a fait, c'est la fonction pour démarrer l'appli. Donc là, si vous prenez tout ce qu'il y a dans le onload, que vous le mettez dans la fonction start, le onload, vous pouvez lui passer start comme ça. Bon, dans ce cas-là, c'est pas plus lisible, mais quand on commence à avoir des fonctions dans des fonctions dans des fonctions, ça commence à être un peu n'importe quoi. Là, par exemple, là, ça c'est l'équivalent. Sauf si je me suis planté, c'est que, c'est-à-dire window, une fois que tu as été téléchargé, exécute la fonction start. La fonction start, elle est là. En fait, on voit le gain quand on commence un peu à splitter. Par exemple, là, là, vous voyez, en plus, là déjà, j'ai dupliqué du code, donc ça, c'est pas bien. Donc là, je peux me faire une fonction qui rafraîchit la date. Donc refresh date. Moi, je lui passe la date div là-dedans parce que j'en ai besoin. Ouais, quoique là, non, parce que là, pour faire ça bien, je vous montre des trucs un peu abusés. Bon. C'est pas grave, on apprendra à improviser. Alors, refresh date. On lui passe ça. Là d'ailleurs la première, en fait, en fin de compte on s'en fiche parce que quoi qu'il arrive ce sera fait toutes les secondes. Hop. Refresh date. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le refactoring. C'est quand on voit du code qu'on a fait, on hallucine et on refait tout. C'est une grosse occupation des développeurs, on passe environ la moitié de notre temps à faire ça. Alors voilà, en fait quand on split comme ça de plus en plus de fonctions, bon là il n'y a pas un gros gain quand même quand on fait des programmes aussi simples, mais à terme ça fait du code, ça fait plus simple. Il faut splitter ces programmes parce que sinon on se retrouve avec des fonctions qui font 300 lignes et quand il y a un bug à la ligne 290, c'est mal parti. Enfin bref,
Cette petite aparté pour gagner du temps étant fini, on va attaquer le formulaire de contact. Alors, le formulaire de contact, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, première étape, on va faire ça en deux temps. On va faire première étape au moment où l'utilisateur il fait un submit, donc c'est-à-dire qu'il va cliquer sur le bouton soumettre du formulaire de contact. Là, on va vérifier qu'il y a bien il a bien mis un message dans le champ de texte. S'il l'a fait, on fait rien, on laisse le formulaire être soumis. Par contre, s'il n'a pas rempli, donc si le texte est vide, à ce moment-là, on lui dit attention, il faut que tu mettes un texte et on annule l'envoi du formulaire. Donc ça, on va faire en première étape. D'abord, on va faire un alerte, donc truc un peu cache, mais bon, qui fonctionne. Et en deuxième étape, on va faire la même, sauf que cette fois, on va manipuler des CSS, donc l'apparence du formulaire, pour genre mettre le truc en rouge et dire attention, là t'as abusé. Et on va rajouter aussi un message d'erreur avec une div plutôt que d'utiliser une alerte pour faire un truc, commencer à faire un truc où on peut customiser. Alors c'est parti. Alors le formulaire de contact, et ben voilà. Le formulaire de contact, c'est var contact. Donc on le récupère. Donc lui il a un ID de la même manière que ce qu'on a vu avant. Donc get element by ID, c'est contact. Donc là si vous allez voir dans le HTML, vous verrez qu'il y a la div du formulaire. Je pense que c'est celle du formulaire, ouais, le form. La div form, elle a un ID contact. Et une fois qu'on l'a, là, petit changement, on va pas utiliser onClick. D'ailleurs aujourd'hui, petite parenthèse, on a fait que du onClick, mais vous pouvez faire la même. Toutes les fois où on a fait des onClick, par exemple, vous pouvez remplacer le onClick par onMouseOver, et ça vous fera la même, mais bon là du coup, hop, onMouseOver. Ah là, ça va être un peu relou parce que c'est-à-dire, je sais pas qu'on bouge la souris, ça va demander des trucs. En fait, tous les trucs sont relous. onMouseOver. Par exemple, pour le premier là, donc celui-là, si on fait onMouseOver, ça veut dire que dès que vous allez bouger la souris sur le document, ça va remplacer le texte. Donc c'est pas très utile. Mais il y a onMouseOver, onMouseOut quand on sort le document. En fait, il y a tout un tas de fonctions de base. Il y a double-clic, il y a tap pour les événements de touch. Et en fait, c'est toujours le même principe. Une fois qu'on a compris le principe avec le clic, on peut répondre à n'importe quelle interaction utilisateur. On a aussi le fait de taper une touche sur le clavier. Et du coup, on va pouvoir savoir quelle touche il a tapé. Voilà, donc petite parenthèse. Et là, je vous dis tout ça parce que là, on va utiliser une autre callback, donc qui n'est pas onClick, mais qui est onSubmit. OnSubmit, c'est pareil que click, sauf que ça s'applique que aux éléments formulaires. Donc, contact, c'est bien un élément HTML form, et la fonction qu'on va mettre là, elle va être appelée que au moment où l'utilisateur y soumet le formulaire. Donc un formulaire, ça se soumet toujours avec le input submit qu'on a mis. Donc en gros, le bouton valider qu'on a mis dans le formulaire, c'est ça qui va lancer le onSubmit. Et donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire dans le onSubmit? Alors, on veut vérifier si le texte, donc dans le champ de texte, s'il y a un texte ou pas. Donc déjà, on va récupérer le champ de texte. Donc le champ de texte s'appelle message. Hop. On va jeter un coup d'œil dans le HTML pour se rafraîchir la mémoire. Donc là, vous voyez bien que j'ai ma balise form qui a un ID contact, donc ça on l'a déjà récupéré. Ensuite, on a un champ email, donc ça on va pas le vérifier parce que le navigateur le fait très bien. Et par contre le champ message, donc c'est là, voilà, c'est un text area qui a un nom message, qui a un ID message aussi. Donc là on va récupérer le champ de texte avec l'ID, toujours pareil, le même principe, get element by ID. Get element by ID, et cette fois ce sera pas contact, ce sera message. Ok, donc là on a récupéré le message. Maintenant on va vouloir voir qu'est-ce qu'il y a dans le message. Donc ça on peut le voir avec, donc message c'est un objet du DOM, donc il va avoir des variables, et une de ces variables ça va être value, qui est le texte actuel
qu'il y a dans le champ de texte. Ça, vous pouvez tester. Donc là, si vous lancez, ça va être relou parce que c'est vraiment du submit. Donc en fait, allez, on va faire un alerte. Hop, je me comprends. Alors, alerte message.value. Ok, donc ça, qu'est-ce que là on vient de faire, c'est que au moment où vous allez soumettre le formulaire, ça va vous sortir une alerte. Donc du coup, ça va bloquer le navigateur. Le formulaire ne sera pas soumis tout de suite tant que vous n'aurez pas fait OK. Et dans cette alerte, il y aura marqué message.value. Donc c'est le texte que l'utilisateur a mis dans le champ de texte. Donc il faut bien que vous mettiez du texte avant, sinon l'alerte sera juste vide. Donc si vous testez ça, si vous remplacez, si vous mettez du texte dans ton message, il sera affiché dans le alerte. Donc comme ça, en JavaScript, en fait, on peut accéder absolument à tout ce que l'utilisateur a rempli. Toutes les valeurs, peu importe le type de formulaire, on peut savoir ce qu'il a rempli parce qu'on va avoir besoin de lire ce qu'il a mis pour réagir en fonction d'une logique bien à nous. Hop. Allez, un petit test. Ça commence à être chiant avec tous les trucs. On envoie. Ok, voilà. Bon, ça a marché entre deux titres, deux alertes. Bon, non. Et puis après, ça. Et après, ça soumet le formulaire et ça. Hein, j'ai pas entendu, mais j'en rigole d'avance, tu me diras après. Ok. Donc ça, on voit qu'on peut bien récupérer la valeur. Ça finira, hein. En fait, c'est parce que une fois que tu as mis le OK sur le alerte, ça va aller soumettre le formulaire. Sauf que comme on n'a pas de serveur node qui tourne, bah, il le soumet dans le vent et ça, c'est la catastrophe. Ouais, qu'est-ce que Je veux juste voir si ça marche. ce que ça faisait? Ah, le code ou? Oui, le résultat. Le résultat, donc là ça fait un truc qui est pas censé être fait parce que hop, voilà. En gros ça m'affiche, c'est petit mais ça m'affiche ce qu'il y avait dans le champ machin. Mais là on commence à avoir plein de bazar, donc n'hésitez pas à virer les premières fonctions qu'on a mis pour parce que c'est pénible au bout d'un moment d'avoir 15 trucs qui s'exécutent chaque exemple. Et là du coup ça le soumet vraiment. Par contre ça le soumet sur. Enfin, tu peux pas soumettre un formulaire si t'as pas un serveur web derrière qui va récupérer le formulaire. Donc ça c'est ce qu'on a fait la semaine dernière avec Node.js, mais comme là on n'a pas installé Node.js, on ne le fait pas tourner. Du coup il comprend pas, quoi, il sait pas où soumettre le formulaire. Donc voilà, donc là on a bien prouvé qu'on peut récupérer ce que l'utilisateur y tape. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est on va vérifier si ce qu'il a tapé c'est correct. Et nous, le seul truc qu'on veut vérifier, c'est que ce soit pas vide. Donc là on va dire. Là, on va partir du cas où l'utilisateur il a déconné. Donc, if message value égale, alors égal, c'est vérifier si deux valeurs sont égales. Donc, ça veut dire si message value c'est vide, ça les deux guillemets ça veut dire chaîne de caractères vide, donc ça veut dire rien du tout. Dans ce cas-là, là on a un souci, là on n'est pas content, et là on va faire une alerte pour lui dire vous devez émettre un message. Hop. Donc là ça bloque, il va cliquer sur OK. Mais le souci, donc là il faut faire un autre truc avant ça, parce que là, une fois qu'il aura cliqué sur OK, le navigateur il va reprendre son exécution normale et du coup il va quand même soumettre le formulaire et nous on veut pas, parce qu'on veut que dans ce cas-là, s'il se passe ça, il faut pas soumettre le formulaire, quoi. Ça n'a pas de sens, qu'on sait qu'on récupérera des données pourries côté serveur, on pourra rien en faire. Donc ce qu'on va faire, on va récupérer un objet. Alors un truc que je vous avais pas dit jusqu'à présent, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir une callback, 10 minutes. On y est presque, t'inquiète pas. Allez les bleus. Donc dans les callbacks, à chaque fois qu'on passe la fonction, le navigateur, donc là pour l'instant on n'a pas mis de paramètre dans la fonction, mais le navigateur en vrai, il met un paramètre qui s'appelle event. Alors les paramètres comme ça, on leur met le nom qu'on veut, mais par défaut, soit on met E, soit on met event. Moi je mets E en général. C'est moins relou. Event, ça représente l'interaction de l'utilisateur. Si par exemple l'utilisateur il a fait un onClick, dans le E, vous allez pouvoir savoir où est-ce qu'il a cliqué. Par exemple, s'il a cliqué là, s'il a cliqué là.
Vous allez pouvoir savoir sur quel élément il a cliqué, sur quel div, tout ça. Il y a plein d'informations intéressantes là-dedans. Et dans le cas où c'est un formulaire qui a été soumis, dans le E, on va avoir une fonction qui permet d'empêcher d'envoyer le formulaire. Et donc cette fonction, on va l'appeler. C'est E prevent default. Ça, c'est une fonction qu'il y a dans plein de trucs. C'est pour empêcher le comportement de base du navigateur. Le comportement de base du navigateur, dans le cas d'un formulaire, c'est que quand on soumet le formulaire, ça l'envoie vraiment. Mais si entre-temps, JavaScript a dit non, toi tu le soumets pas, le formulaire il arrête. En fait, comme ça, de cette manière-là, en JavaScript, on a des moyens d'empêcher le navigateur de faire son comportement par défaut. Par exemple, un autre exemple, c'est que quand l'utilisateur il va cliquer un lien dans un navigateur, par défaut, on va aller suivre le lien. De la même manière, en JavaScript, on va pouvoir écouter sur un lien, on va dire, tiens, si le lien il le clique, si certaines conditions ne sont pas réunies, on va empêcher l'utilisateur de naviguer vers ce lien. Donc ça, avec Prevent Default, on peut empêcher plein de trucs par défaut. On peut empêcher l'utilisateur de scroller, on peut vraiment pourrir la vie de l'utilisateur. Donc c'est à recommander. Donc ça, c'est pas mal. Déjà, le résultat attendu est mort. On a atteint le résultat attendu, donc l'utilisateur il ne peut pas soumettre le formulaire s'il ne remplit pas correctement. Mais il y a quand même d'autres manières de le faire. Parce que le alert c'est bien, mais c'est pas très customisable, donc en pratique, sur un vrai site, jamais les gens vous laisseront faire ça, ils voudront des jolies fenêtres d'alerte bien customisées, faites par une équipe de graphistes. Et ça, comment on va faire? Eh ben, déjà on va dupliquer le code, parce que bon, on va juste modifier un peu, on repart de la même base, histoire de vous laisser les deux alternatives. Alors, donc là on refait la même, donc là ce qu'on veut dégager par contre c'est le alerte. Donc première étape, on va faire deux trucs, on va vouloir signaler à l'utilisateur qu'il a déconné de deux manières. On va déjà lui rajouter un message d'erreur, et cette fois au lieu de faire une alerte, on va rajouter une div, on va le mettre par exemple au-dessus du champ de texte, ici. Donc ça maintenant on sait faire, avec les append child, tout ça. Enfin là on va utiliser une autre fonction, mais du même ordre. Et deuxième truc visuel qu'on veut dire à l'utilisateur, on va mettre le champ de texte là, le fond, on va le mettre en rouge. Comme ça, il aura bien compris qu'il y a un truc qui déconne. Et nous, ça nous permettra de voir comment est-ce qu'on peut manipuler du CSS, parce que ça va être avec du CSS, directement en JavaScript, plutôt que de passer par une feuille de style CSS. Alors, bon, déjà, premier truc, Prevent Default. Ça, là on est ici. Prevent Default, là, de toute façon, il ne peut pas le soumettre parce qu'il a déconné. Maintenant qu'on l'a empêché de faire une bêtise, il faut quand même qu'on lui signale qu'il a fait une bêtise. Donc on va faire une div d'erreur. Alors, allez, erreur, je l'appelle, ce sont les variables, une fois de plus, vous les appelez comme vous voulez. Donc là, on va créer une div de la même manière que la div qu'on a créée pour la date. Hop. Là, cette fois, on va mettre son inner HTML, vous devez entrer un message. Et on va l'attacher au document. Comment on va l'attacher? Ah ouais, on va faire un vieux truc. En fait, nous, ce qu'on veut l'attacher, c'est au-dessus. On veut le mettre au-dessus du champ de texte. Donc là, on a déjà une référence au champ de texte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attacher après, en tant que premier enfant du parent du champ de texte. Okay, allez, c'est parti. Parce que, ouais, malgré tout, le DOM, je vais pas vous mentir, c'est un peu mal foutu, toutes ces fonctionnalités, parce que ça a été fait au fur et à mesure, un peu à l'arrache. Donc il y a plein de trucs qui sont assez laborieux à utiliser. Pour ça, on s'en aperçoit après quelques années, une fois qu'on a un peu le recul, qu'on a testé d'autres trucs un peu mieux foutus. Mais bon, ça permet de faire ce qu'on veut. Et il y a plein de librairies, dont notamment le fameux jQuery, qui permet de faire tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mais de manière beaucoup moins douloureuse. En gros, en 3 fois moins de lignes de code, on va pouvoir faire ça, et en plus, ça va marcher dans tous les navigateurs. Parce qu'évidemment, le gros souci, pas évidemment, mais le gros souci du DOM, de toutes ces fonctions, inner HTML, tout ça, c'est que pendant une grande période, ça marchait pas pareil sur tous les navigateurs. Du coup, il fallait faire des fonctions spéciales. C'est toujours le cas pour plein de trucs. Et donc, ça prenait beaucoup de temps. Donc, c'est bien moins pire qu'avant. Et donc il y a des librairies comme jQuery qui font ça pour vous. Et c'est très bien parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Alors, message.parentNode.
insert before, allez, là on lâche tout, insert before, voilà, là si vous testez ça, ça devrait marcher, sauf si ça marche pas. Alors, bon, ça on connaît déjà, on crée une div en dehors du document. Cette div, on lui met un texte, vous devez entrer un message. Donc là on a une div qui n'est pas affichée à l'écran, qui a déjà le bon contenu, tout ça. Maintenant, on veut l'afficher à l'écran. Donc pour l'afficher à l'écran, il faut qu'on l'insère dans le document HTML. Donc là, on ne va pas l'insérer directement après le body ou quoi que ce soit, on va l'insérer avant le message. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est un peu tordu, parce qu'il n'y a pas de fonction. En fait, il n'y a pas de fonction mets-moi juste avant le message, en fait. Il n'y a pas de fonction mets-moi avant. Par contre, sur le parent, en fait, on peut utiliser le parent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le parent de message, qui est une div, et le parent, donc ça, imaginez qu'à cet endroit-là, on a le parent de message. Donc vous regardez dans le HTML. Le parent de message, c'est quoi le parent de message? Le parent de message, c'est cette div-là. Donc il faut imaginer, nous on commence, on en est là, on est en text area. Ensuite on prend le parent de message, et le parent de message, on lui dit avant, mets-moi insert before. Donc insert avant. Avant message, tu insères erreur. C'est ça qu'on veut dire. Donc ça va l'insérer. Donc, je sais plus si c'est ça ou si c'est dans l'autre sens, si c'est message erreur, donc ça faut qu'on me disiez. Mais en gros, le but de la nav, c'est qu'il s'insère ici. Donc, si ça fonctionne, il devrait se mettre au-dessus, au moment où vous soumettez le formulaire. Il se met en dessous? Bon bah, inversez les deux alors. Ouais, vous pouvez dégager si vous avez des soucis d'accolade, tout ça. Vous pouvez dégager tout le code qu'on a fait avant, hein, c'est pas pour avoir juste le minimum. Juste le dernier truc. Il faut juste avoir une fonction start, une fonction window onload. Même le onload là, c'est pas fondamental parce que le submit, de toute façon, il va pas être exécuté dès le démarrage de la page. Donc, mais gardons le onload quand même. Correction. C'est en programmation aussi, c'est comme ça qu'on fait quand on veut débugger un code un peu compliqué. En général, on commence par dégager des trucs jusqu'à ce qu'on arrive au cas de figure le plus simple possible pour pas se perdre dans plein de détails. Donc là, je vais vous montrer très vite, et on va vite taper le code, après on va débriefer en mini-groupe. Donc on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, alors déjà, une erreur, un texte d'erreur, ça se met en rouge. Donc on va faire erreur.style.color égale red. Voilà, on va juste rajouter 2 lignes. Après je vais rendre l'ordi en taux, et on va... Et... Là, ce que je vous montre, c'est comment est-ce qu'on manipule du CSS depuis JavaScript. Alors, en gros, sur toutes les divs, vous allez avoir un élément style, enfin un objet style, vous appelez dedans, et ensuite, une fois que vous avez fait point style, vous pouvez accéder à tous les styles CSS, et absolument tous. Donc, par exemple, là, le message d'erreur, je vais lui dire ton style couleur, donc ça, color, c'est le style qui va changer la couleur du texte, c'est rouge. Le message, ton style de background, donc le background, bon, bah, c'est le fond, quoi, tu le mets en orange. Et tu peux mettre ce que vous voulez. Voilà, c'est bon pour moi. Et une fois que vous avez fait ça, et bien, c'est nickel. Là, on a vu comment aussi on peut changer le CSS. Et n'importe quel style CSS que vous pouvez changer, enfin que vous pouvez mettre avec une feuille de style CSS, vous pouvez le changer une fois de plus en JavaScript. En fait, en JavaScript, on peut vraiment faire potentiellement, même si ce serait vraiment stupide, on peut créer absolument tout le document HTML et tout le CSS directement en JavaScript. Après, ça ferait des fichiers JavaScript délirants et c'est pas fait pour ça. Mais on peut, il n'y a aucune contrainte, quoi. Un document, absolument tout est modifiable, que ce soit au niveau des balises ou au niveau des styles CSS. Ce sera le mot de la fin.